Bon, alors ça, c'est le comics Monstress, publié depuis 2015 chez Image Comics, écrit par Marjorie Liu, c'est une romancière américaine et scénariste de bande dessinée, qui avant cela s'était majoritairement illustrée sur sa run de X-23 chez Marvel Comics. Elle a été récompensée par un Eisner Awards, et en soi c'est la cérémonie des Oscars pour les bandes dessinées américaines, qu'emprunte son nom à Will Eisner. Elle devient d'ailleurs la première femme à recevoir cette distinction 30 ans après la création de la cérémonie. Aujourd'hui, elle donne des cours de narration, de bande dessinée au MIT. Le récit, lui, il est mis en image par les incroyables dessins de Sana Takeda, qui est une dessinatrice japonaise œuvrant pour le marché de la bande dessinée américaine. Avec 8 tomes sortis en France, la série Monstress approche de sa conclusion avec ses 10 albums. Monstress est une immense fresque de fantasy imprégnée d'un noyau de références mythologiques riches, infusant avec une esthétique proche du steampunk, tout en embrassant le space opéra. Le tout dans un monde régi par des cercles matriarcaux. Alors oui, ça a l'air d'être le bordel, mais voyez ça comme un Game of Thrones de la boussole d'or Lovecraftien. On y suit le parcours de Maïka de Milou, une jeune femme ayant survécu à la dernière grande guerre, opposant les humains aux arcaniques. C'est une sorte de petit peuple composé principalement d'animaux anthropomorphiques. Elle est la fille d'une grande archéologue qui a disparu à la suite de la découverte d'un artefact ancien. Bien que présente ce jour-là, Maïka est amnésique et par conséquent ne se rappelle plus de ce qui est arrivé à sa mère ni à son équipe. Et donc Maïka, elle est en quête d'identité et de réponse, car son corps est désormais en relation symbiotique avec un être primordial venu du fond des âges. Cette créature dont elle est le vaisseau la consume de l'intérieur, et pour éviter de disparaître définitivement, elle se retrouve dans l'obligation de devoir manger quelques personnes pour pouvoir survivre. Et c'est pour échapper à cette tourmente qu'elle prend la route, la conduisant dans une pléthore d'imbroglios politiques, et à se confronter du coup à l'horreur cosmique qui plane au-dessus d'elle. Et donc en lisant Monstress, je pensais à Lovecraft que j'ai cité plus tôt. Il y a un parallèle évident avec les anciens dieux des écrits du monsieur qui tournent autour de l'horreur cosmique. On va faire un petit arrêt d'abord, c'est quoi l'horreur cosmique ? L'horreur cosmique, c'est un genre, un motif, mettant en scène des personnages faisant face à des êtres, des concepts, dépassant toute forme de compréhension, créant la terreur face à la perte des repères qui forment notre réalité. You gotta be fucking kidding. Des bestioles qu'on peut retrouver dans les livres de Lovecraft, quelques exemples en vrac: Nyarlathotep, Shub-Niggurath, Azathoth, Yog-Sothoth et Cthulhu avec son énorme flot d'encornés à la provençale. Alors oui, à mon humble avis, on dirait plus que je fais la démonstration de signes avant-coureurs d'un AVC, mais ce sont bien les noms de certaines créatures des mythes Lovecraftiens. Howard Philip Lovecraft est l'auteur iconique ayant écrit de nombreux ouvrages d'horreur comme Dans l'abîme du temps ou Les montagnes hallucinées, dont l'adaptation de Guillermo del Toro est une célèbre arlésienne, mais aussi L'appel de Cthulhu. Ce sont des nouvelles et histoires parlant de grandes cités cyclopéennes, d'abysses plus noirs que l'absolue obscurité aveugle d'un immense espace sans lumière, une écriture en superlatif très associée à leur auteur, au point d'y donner son propre nom, l'horreur Lovecraftienne. Des récits narrant la fin d'une humanité menacée par l'altérité. L'altérité oui, parce que, note importante, les écrits de Lovecraft suintent entre autres d'une xénophobie et d'un racisme assez marqués. Des propos qui, ironiquement, restent liés aux racines de la cosmogonie de son univers. Par exemple, qui a rien à voir avec ses écrits cosmiques, il y a son récit La Rue, qui n'a absolument rien à envier au pire plateau de talk-show polémiste à heure de grande écoute. On gardera néanmoins en mémoire que le monsieur, sur la fin de sa vie, de par son mariage, attesté par ses correspondances, il réalise un petit peu que ses positions étaient excessives, et que finalement, peut-être qu'il était juste un giga edgelord un peu tout naze. Il est né le 20 août 1890 à Providence, une petite ville bourgeoise dans le Rhode Island, où après une vie d'écriture, il s'y éteindra le 15 mars 1937. Ayant passé un grand nombre d'années de sa vie dans cette région, cette dernière sera le terreau de son imaginaire macabre, à tel point qu'il la fictionnalisera pour en faire un des lieux majeurs où se déroulent les histoires de ses ouvrages. La région sera même surnommée par la suite Lovecraft Country. On y retrouve des lieux iconiques comme Dunwich ou encore Arkham, et aussi des objets symboliques comme le Necronomicon, repris dans pléthore de récits horrifiques, comme par exemple dans le film éponyme Necronomicon, ou encore dans la saga Evil Dead de Sam Raimi. On peut le percevoir comme un des nombreux héritiers d'Edgar Allan Poe, qui a lui-même influencé de nombreux auteurs à sa suite, et on le considère d'ailleurs comme un des géniteurs de la science-fiction moderne. Et donc je m'arrête là-dessus. Lovecraft est-il le seul dépositaire de l'horreur cosmique et de la dark fantasy si on veut pousser jusqu'à ce genre ? Alors oui, on y associe d'autres grands noms évidemment, mais est-ce que sur son propre prisme, on lui doit tout ?
Je pense que parfois, il est aussi nécessaire d'essayer de lorgner vers des profils plus petits que l'histoire a simplement moins mis en avant. Moins mis en avant pourquoi ? Parce que c'était moins bien ? Non, pas spécialement, mais moins iconique, certainement. Et comme cela arrive tout le temps, la parole de certaines minorités ne nous atteint pas. Elle est simplement plus occultée et moins transmise à un moment donné. On va donc s'intéresser à une petite affaire. En 1910, une tempête fait rage dans les Caraïbes. Là, confronté à l'immensité de l'océan, l'équipage d'un fragile navire lutte contre les éléments. À la tête du vaisseau, Stewart Bennett, explorateur émérite à la recherche d'un trésor. Chaque craquement du bois semblait murmurer un funeste présage. La foudre ne parvenait pas à faire naître, ne serait-ce que la lueur d'un espoir dans les abysses insondables. Et soudain, au cœur de ce cauchemar marin, un grand bruit, un souffle. Puis, plus rien. Le navire ne laissa aucune trace. Avalé par les flots sur une mer déchaînée, ainsi disparut Stewart Bennett. Cette vidéo ne parle pas de son histoire. Plus loin, à Philadelphie, en Pennsylvanie, une des ex-capitales des États-Unis, travaille une sténographe. Elle s'active à la tâche devant s'occuper de sa fille et de sa mère malade dans un contexte social et économique aride. Car la ville traverse en effet un grand mouvement de grogne sociale, celle des employés du tram de 1910. Cette personne, c'est Francis Steven. Enfin non, c'est Gertrude Barrow Bennett, Francis étant son nom de plume, parce qu'il n'était pas rare pour les femmes écrivant ce genre de littérature à l'époque de se choisir un pseudonyme. Son œuvre est plutôt confidentielle et elle est rentrée dans le domaine public depuis 2019. Née à Minneapolis en 1883, rêvant à l'origine de devenir dessinatrice, elle épouse un certain explorateur disparu dans une tempête en mer. Tout comme Mary Shelley et Shirley Jackson en leur temps, elle fut une pionnière, plus modeste certes, mais portant tout de même la littérature horrifique à son échelle. Lorsqu'elle eut 17 ans, le All Story Weekly publia son premier récit, The Curious Experience of Thomas Dunbar, qu'elle publia d'ailleurs sous sa véritable identité. Suite à cela, elle publiera 13 ans plus tard ses écrits dans un court délai, entre 1917 et 1923. Ce qui fit d'elle une des premières femmes américaines écrivant de l'horreur, éditée dans un magazine, et plus précisément, les Pulps Magazine. Alors il est difficile de dissocier les auteurs de fiction de l'époque de ce genre de publication, en particulier car ils constituaient la principale source de récits de western, horreur et science-fiction de l'époque. D'ailleurs il est communément admis que c'est dans la culture des pulps que se trouvent les origines de publication des premiers comics américains modernes. On y verra d'ailleurs apparaître des récits d'auteurs très connus comme Edgar Rice Burroughs, Robert E. Howard, Isaac Asimov, Red Bradbury et Frank Herbert. Le pulp c'est l'enracinement historique et le naturel avec lequel les auteurs anglo-saxons parviennent à concilier fiction populaire et percée conceptuelle, leur aptitude à produire des mythes, et surtout la connivence de l'esprit américain avec le genre. Ici, le magazine pulp qui nous intéresse, c'est l'Argosy, notez bien ce nom, on y reviendra, qui est paru de 1882 à 1978, et on y a vu passer des icônes comme Tarzan et Zorro. Gertrude y voit apparaître ses récits comme La Citadelle de la Peur et La Fiole du Cerbère. Elle met les deux pieds dans le plat de l'édition en y publiant des récits horrifiques mettant en avant des horreurs cosmiques, antiques et indicibles sous fond d'archéologie. Quoi qu'il en soit, vers la fin des années 20, Gertrude part s'installer en Californie et cesse d'écrire. Il faudra attendre 1977 que 8 de ses nouvelles soient traduites par Jacques Sadoul pour un premier contact avec le lectorat français. Puis en 2021, La Citadelle de la Peur fut traduite pour la première fois dans la langue d'Antoine Daniel. À son sujet, Sam Moscovitz dit qu'elle est la plus grande femme écrivaine de science-fiction dans la période entre Mary Wollstonecraft Shelley et C.L. Moore. Alors oui, vous allez me dire, mais pourquoi tu nous as parlé de Howard Philip Lovecraft si c'est pour nous parler d'une meuf dont j'ai jamais entendu parler ? On va vite faire le lien. Dans les pages de l'Argosy du 15 novembre 1918 et en mai 1922, 2 lettres sont publiées, écrites par Augustus T. Swift, qui vient de Providence. Tiens. La missive adresse des louanges aux travaux de Barrow et en voici un extrait. Je note avec joie que votre 1000e numéro du 6 mars sera célébré en imprimant le premier volet de Claimed par Francis Steven, déjà distingué par 2 magnifiques chefs-d'œuvre totalement différents l'un de l'autre. Monsieur Steven est à mon humble avis le meilleur de vos écrivains. Bref, c'est la fête à la louange, il la compare à de grands auteurs du genre Robert Louis Stevenson et Abraham Merritt. Abraham Merritt qui a reconnu, admiré le travail de Francis Steven, et ironiquement, on a commencé à croire que c'était lui sous le pseudo Francis Steven. Lovecraft ayant été un fervent lecteur de l'Argosy, il leur envoyait plusieurs lettres. Et oui, à ce sujet, Lovecraft, il aimait bien envoyer des lettres. Je veux dire par là, il aimait bien envoyer des lettres. On parle de 60 000 à 100 000 lettres qui lui ont été attribuées de son vivant, et que seulement un dixième nous serait parvenu selon Frédéric Roussel pour Libération. Et donc voilà,
Cette lettre, elle est attribuée à Lovecraft. Mais là où le bas blesse, selon ses biographes et les gens ayant étudié sa vie, et il y en a beaucoup, c'est pas un pseudo qui lui appartient. Et la seule source qu'on a qui nous dit que c'est Lovecraft qui a envoyé cette lettre, c'est le directeur de l'Argosy. Comme par hasard, Tiens. comme par hasard. Oui, comme par hasard. Il rapporte ça sous la seule preuve que c'était un courrier en provenance de Providence. Alors oui, on met 10 sur 10 sur le culot et le coût marketing de génie pour l'époque, mais c'est peut-être une petite insulte aussi aux personnes qui étaient sélecteurs à Providence, car selon les chiffres, il y avait quand même plus de 237 000 habitants à l'époque, et je doute qu'il n'y avait qu'une personne capable d'écrire et d'envoyer une lettre au journal. Et après, je peux me tromper, les maths, ça n'a jamais été mon fort. Mais aussi en cherchant un peu sur internet, beaucoup d'Américains ont fait le travail de fouiller les archives de la ville de Providence, et on retrouve un profil qui correspond tout à fait. Augustus Taberswift, professeur et écrivain né en 1867 et décédé en 1939, qui était un fan de science-fiction. Mais comme dit précédemment, les prétendus changements qu'il y aurait eu entre l'identité de Swift et Lovecraft restent soumis à de nombreux débats, et sont remis en question par de nombreux biographes de Lovecraft. Et vous me direz, bah mince alors, on est revenu au même point et ça sert à rien tout ça. Alors pas tout à fait, parce que y a quelque chose qui me chiffonne. J'ai pu lire à droite à gauche, pendant mes recherches, que le travail de cette dame, de par la non-validation de Lovecraft, n'était en définitif pas si important. Oui mais non en fait. Parce qu'il s'agisse de Gertrude ou d'aucun autre autrice ou auteur, aucune personne ne nécessite l'aval d'un de ses pairs pour mériter d'être reconnu pour ce qu'il crée. Et je vous parle de tout ça pour mettre en parallèle avec les inspirations de Monstress. Comme je disais en début de vidéo, ah bah oui, Cthulhu, je connais. Mais en lisant le comics de Marjorie Liu, on trouve facilement que l'essence se superpose bien plus avec les travaux de Barrow Bennett, relevant plus de sa vision des souterrains antiques et mystiques. Et oui, et donc lisez Monstress, pour son rafraîchissement du genre, la diversité de ses thématiques et l'ampleur dantesque du récit. Alors oui, ça blablate pas mal, mais c'est comme un plongeon en apnée dans un Westeros plus malade qu'il ne l'est déjà. Un remarquable équilibre entre edgy et modernité. Quoi qu'il en soit, avec une identité aussi forte et une œuvre qui a maintenant plus de 100 ans, l'imaginaire Lovecraftien s'est depuis bien diffusé dans les imaginaires. Adapté dans de somptueux albums, côté BD, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent les adaptations de Gutanabe, puis quittant l'influence littéraire pour s'immiscer dans d'autres médiums, comme le jeu vidéo, occidental comme japonais, le cinéma, la musique, mais également l'enfant gâté pour le coup, le jeu de rôle. Et jeux de société, avec des jeux de cartes collaboratifs, des jeux de plateau, des jeux de rôle, comme la franchise Arkham Horror, et le super connu Appel de Cthulhu, ayant un impact considérable dans la grande histoire du jeu de rôle. Il reste que malgré ce raz-de-marée pop culturel qui se détache fondamentalement de l'esprit originel de ces nouvelles, son nom est celui qui a traversé les derniers siècles. Et gardons néanmoins à l'esprit qu'il est à mon avis intellectuellement faux de penser qu'un gars seul est responsable, par sa simple influence, de tout un imaginaire. Il est indéniable que les artistes, tout art confondu, ayant vécu dans le même temps, s'influencent mutuellement. Alors oui, dans une époque qui est loin d'avoir internet, vous me direz que l'info circule moins vite, et je vous l'accorde. Mais les idées, thématiques et inquiétudes créent une synergie qui donne le pas artistique d'une époque et d'un moment donné. Tiens par exemple, vous saviez qu'en 1924, Dunant René, écrivaine française, dans Bâle, nous fait le coup de la pieuvre cosmique métaphysique qui abrite en son sein l'entièreté d'un système solaire ? 2 ans avant la sortie de l'Appel de Cthulhu. Et ici, le but, c'est pas de remettre en question la paternité des récits de Lovecraft, ce serait contre-productif et hors de propos. Ce qui reste de Lovecraft, et de pourquoi ces récits sont restés dans l'imaginaire, c'est qu'il fut là un moment où le genre devait être réinvesti. Et aujourd'hui, ces thématiques qui annoncent aucun salut pour le genre humain, entre autres pas de happy end pour personne les cocos, c'est une constante de nos existences qui parle à beaucoup de monde dans cette énorme rêve party baptisée la Terre. Il reste que le flot de l'histoire ne nous apporte en grande partie que des bribes de la totalité des imaginaires. Et en soi, tant mieux, de toute manière, personne n'aurait le temps de tout consulter, entre littérature, cinéma, jeux vidéo et séries télé. Mais voilà, on peut tout de même affûter sa curiosité, si le cœur nous en dit, sortir des sentiers battus et décider par nous-mêmes d'aller un peu plus loin que la surface. Et parfois lever le voile sur ce qui a pu devenir indicible.